Hervé Morin, vous êtes député de l'Eure, président du Nouveau Centre, et vous étiez samedi au congrès de l'UDI. Vous répondez à... Conseil national de l'UDI, qui est le parlement de l'UDI. Vous répondez, monsieur Morin, à Cerise Sudry-Ledu de Métro News et Noé da Silva pour France Bleu 107.1. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Première question, avez-vous regardé François Hollande hier soir sur M6 dans l'émission Capitale? Je vais être sincère avec vous, j'ai regardé les trois premiers quarts d'heure. Et qu'est-ce qui vous est arrivé ensuite? J'étais désespéré, donc je me suis dit que le mieux c'était que j'éteigne ma télé, quoi. Voilà. Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé convaincant? Écoutez, on est dans une période historique, on change de monde. On n'est pas seulement en crise, on est en train de changer de monde. Et ce changement de monde nous impose de revoir 3 ou 4 de nos fondamentaux. Ce monde nouveau qui est en train de s'inscrire, c'est la même période que la période de la Renaissance ou de l'ère industrielle. C'est une période où nous avons tout pour réussir. C'est un monde d'intelligence, d'innovation, de matière grise. Nous avons les chercheurs, nous avons les techniciens, nous avons les universitaires, nous avons les laboratoires, nous avons les réseaux, nous avons les infrastructures. Ce monde-là que nous vivons comme une menace, comme un risque de récession, ce monde-là, il est fait pour nous. Vous avez 1 milliard de consommateurs de classe moyenne qui sont en train d'émerger, qui vont consommer comme nous. Ils vont vouloir nos produits. Et donc on devrait dire aux Français, voilà, ce monde-là, il devrait nous générer un appétit extraordinaire. Et donc changeons 3 ou 4 points. Et pendant ce temps-là, François Hollande est en train de nous mettre des pansements, de traiter les conséquences du décrochage de l'économie française, parce que c'est de ça dont il s'agit, plutôt que de traiter les causes. Et c'est pour ça qu'on a fait un Conseil national samedi, où nous avons présenté nos propositions économiques avec un vrai choc de compétitivité. C'est ça dont on a besoin. Là, la boîte à outils de François Hollande ne vous convient pas? Non, c'est des petites recettes. Vous savez, ça me faisait penser à cette chanson de Jacques Brel, ces gens, avec ces gens-là, avec sa petite auto, avec son petit manteau. C'est ces petites mesures. Voilà. La question sur l'élection législative partielle hier de Villeneuve-sur-Lot avec Cerise Sudry-Ledu. Oui, donc hier, on votait à Villeneuve-sur-Lot pour élire le successeur de Jérôme Cahuzac. Le PS ne sera pas au second tour. Est-ce que ça vous étonne? Ça m'étonne pas parce que élection partielle après élection partielle, le PS prend une raclée à chaque fois. Des députés qui avaient été élus et invalidés font 20 points de moins. Donc on pouvait imaginer qu'à Villeneuve-sur-Lot, si on y ajoutait le parfum Cahuzac, on arriverait à un résultat de ce genre. Heureusement que pour nous, parce qu'il faut aussi avoir de temps à autre un peu de recul sur nos propres résultats, c'est que nous l'opposition, c'est pas brillant non plus, quoi, hein. Parce qu'on fait quoi, 26%, c'est ça? C'est-à-dire que si l'UDI avait présenté un candidat autonome, on était derrière le Front National. La surprise, en fait, c'est le Front National? Non, c'est dans cette période où c'est ça, on revient à l'intervention de François Hollande hier. Au lieu d'être voilà, ce qui manque, c'est qu'on donne aux Français un cap, qu'on leur dise où on veut aller, quelle est la vision de la société française à 10 ans, quelle Europe on veut construire. Nous qui sommes fédéralistes, écoutons le discours de François Hollande sur l'Europe. Un jour, il nous propose une gouvernance économique et le lendemain, il râle parce que la Commission européenne explique que la France devrait tirer les conséquences d'un certain nombre d'éléments sur sa politique publique. Si on est pour une gouvernance économique européenne, c'est qu'on accepte aussi que des institutions européennes aient leur mot à dire. Donc tant que vous êtes en permanence d'une espèce de schizophrénie en disant il faut se moderniser, et puis le lendemain en disant on va toucher à rien, finalement il n'y a plus d'orientation et la démagogie gagne chaque jour un peu de terrain. Quand vous dites c'est pas brillant dans l'opposition, on en a encore parlé ce week-end et ces derniers jours, c'est évidemment les affaires, l'affaire Tapie, Claude Guéant. Vous n'avez pas été tendre avec l'ancien ministre Guéant non plus. Ça dépend dans quel côté on se place. Vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Pierre Raffarin hier qui dénonçait une stratégie du pouvoir visant Nicolas Sarkozy?
Bah, écoutez, moi, j'écoute simplement et je lis ce que disent ceux qui ont été entendus par la justice. Quand ils disent qu'il y a eu des réunions à l'Élysée avec Claude Guéant, Bernard Tapie, Stéphane Richard et les autres, sous preuve du contraire, c'est que ces réunions ont dû exister. Et donc, quand je dis que Claude Guéant a dû être concerné par cette affaire, je ne fais que faire comme vous, c'est-à-dire lire les journaux. Donc vous vous démarquez de l'ancien gouvernement. Derrière tout ça. Dont vous avez fait partie. Oui, mais honnêtement, vous savez, alors les gens ne peuvent pas comprendre ça, mais vous êtes dans votre ministère. Moi, j'étais en train de mener une réforme absolument colossale au sein du ministère de la Défense. Vous n'êtes pas en train de regarder tous les matins ce que fait votre voisin. Ça fait pas l'objet de délibération au Conseil des ministres, ça fait pas l'objet de projet de loi. C'est la gestion de l'exécutif au quotidien. Ça fait pas l'objet de discussion entre collègues. Aucune. Attendez, derrière ça, il y a un vrai sujet. C'est que au-delà des turpitudes entre amis, il y a une cause profonde. Ce sont les institutions de la Ve République. C'est-à-dire dans un système dans lequel la concentration des pouvoirs est dans les mains d'un seul homme, où on élit un monarque républicain, où on attend tellement que forcément il déçoit énormément. Et surtout, cette concentration amène les hommes qui ont le pouvoir à penser qu'ils sont là pour 1000 ans, avec les conséquences que ça peut avoir. Et deuxièmement, il n'y a aucun contre-pouvoir, aucun moyen de pouvoir arrêter un certain nombre de choses. Et donc il y a, à mon sens, une évolution institutionnelle dont on a vraiment besoin. Justement, la transparence de la vie politique est étudiée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, je suis le porte-parole de l'UDI sur le sujet même. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est trop tard? Est-ce que le mal est déjà fait? C'est toujours la même chose. En France, on réagit après un événement et on produit une loi. Il y a un accident, immédiatement le ministre s'empresse de dire on va voter une loi. Donc ce qui fait qu'on accumule les lois, les prescriptions, les normes. Tout ça handicape l'économie. Souvent, ça n'apporte rien. C'est plus ou moins exécuté. Tout ça, ça va pas. Sur la transparence, il y a des bonnes et des mauvaises choses. La mauvaise chose, c'est nourrir l'égalitarisme à travers la publication des patrimoines. Je peux d'autant plus le dire que moi j'ai déjà fait, ayant tenté d'être candidat à la présidentielle, j'ai déjà dit 10 fois quel était mon patrimoine. Mais à quoi ça sert ? Si vous êtes voleur ou tricheur ou fraudeur, ça ne changera rien. Qu'en revanche, on ait une autorité chargée de la vie financière, de la transparence financière, et qui soit amenée à pouvoir contrôler vos déclarations de patrimoine, pouvoir avoir accès à votre déclaration de revenus, pouvoir bénéficier de tous les moyens pour mener des investigations, ça c'est très bien. Et ça verra le jour ? Bah oui, je l'espère. Je l'espère. Moi, tout de moins, je pousserai ça. Puis j'ai, pour ma part, une proposition simple, c'est que les gens qui ont été pris les mains dans la confiture soient inéligibles à vie. Ceux qui ont commis un délit politico-financier, s'il s'agit d'une erreur ou d'une maladresse, c'est autre chose. Mais dès lors qu'il y a clairement un délit avéré, inéligible à vie. Comme ça, on dégage. Oui, alors samedi, c'était le Conseil national de l'UDI. Alors la famille centriste, ça y est, elle est réunie. Pourtant, il n'y avait pas le MoDem. François Bayrou n'était pas invité. Nous sommes les centristes qui savons avec qui nous voulons former une majorité. Les centristes de droite. Voilà, appelons ça comme on veut, mais nous estimons que la vie politique, elle est faite de clarté, et que notamment la clarté, c'est de dire aux Français avec qui vous alliez pour former une nouvelle majorité. J'ai cru comprendre que mon ancien camarade François Bayrou avait clairement indiqué à François Hollande qu'il y avait une nouvelle majorité à construire. Pour nous, il n'y a rien à faire avec les socialistes et encore moins avec leurs alliés du front de gauche. Donc voilà, les choses sont claires. Si un jour François Bayrou nous dit finalement il y a quelque chose à refaire avec un positionnement politique clair, il a bien entendu toute sa place dans la maison. Vous lui lancez un appel ? Non, mais écoutez, on verra bien. François Bayrou a été membre des gouvernements d'Édouard Balladur et de Jacques Chirac. Donc il sait bien que cette famille-là n'est pas aussi infréquentable qu'il ne le dit tous les jours. En clôture du Conseil national, Jean-Louis Borloo a dit « Nous sommes la troisième force politique du pays ». Alors vraiment, il y a combien d'adhérents ? La troisième force parlementaire. Oui. Alors, avec 31 députés, c'est ça ? 31 députés, une trentaine de sénateurs. Mais ce que vous n'avez pas dit sur le Conseil national de l'UDI, c'est qu'il était consacré à nos orientations économiques que j'ai présentées, puisque je suis le président du Conseil national de l'UDI. Et nous avons